Si vous êtes salarié et que vous souhaitez créer une activité en ligne, que ce soit par le biais de la vente ou de la proposition de votre expertise ou de la vente d'un produit en particulier, alors cette vidéo va certainement vous intéresser. Je suis Fermat Tasso et j'accompagne les femmes cadres et dirigeantes confrontées à une situation de transformation professionnelle afin qu'elles puissent élaborer une stratégie d'évolution alignée avec leurs désirs profonds. Clairement, notre génération, celle qui est actuellement active, qui travaille, qui est salariée ou entrepreneur, va travailler de plus en plus longtemps, comparé à la génération précédente qui a eu la chance de pouvoir s'arrêter vers 60 ans. Cela vaut pour tous les travailleurs du monde parce que tout simplement, la jeune génération est moins importante que la génération plus ancienne et donc forcément, les sociétés auront besoin de plus en plus d'actifs pour pouvoir payer toutes les infrastructures et notamment les retraites. Nous allons travailler de plus en plus longtemps et la meilleure manière de tenir sur la durée, à mon sens, c'est de pouvoir créer des conditions de travail qui vont nous épuiser le moins possible et demander des efforts qui seront le moins pénibles possible. Donc des conditions de travail qui vont limiter la pénibilité. Et Dieu merci, nous sommes quand même dans une ère, il faut le dire, digitale, et la digitalisation des activités professionnelles est une opportunité, une aubaine de pouvoir créer justement une activité qui leur permette de travailler à un rythme différent, avec des outils qui limitent, je pense, la pénibilité. Donc entreprendre en ligne, créer une activité en ligne, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour pouvoir tenir sur la durée. J'ai créé mon activité en 2013 et en fait, je suis tombée enceinte quelques mois après. Et c'est vrai que j'ai décidé de créer cette activité à un moment où j'étais donc salariée, en CDI. J'avais ce sentiment de frustration un petit peu par rapport à mon activité salariée qui me générait certes un salaire, mais qui n'était à peine suffisant, on va dire, pour couvrir mes besoins. En plus de ça, je voyais que, mon entreprise se faisait de grosses marges sur mon activité, en sachant que, c'était ma prestation essentiellement qui était vendue. Ça a généré de la frustration, des questionnements et je me suis demandé vraiment comment je pouvais, réussir à rétablir un équilibre et ça a réveillé en moi la fibre de l'entrepreneur qui a toujours été là, hein, je pense, parce que pour moi, c'est important de pouvoir créer ses propres revenus et de pouvoir être autonome. Donc j'ai voulu lancer mon activité en parallèle de mon activité salariée pour pouvoir créer une source de revenus supplémentaires et aussi développer mon autonomie. Cette activité, en fait, est venue donc d'un besoin de mieux gagner ma vie et de combler, en fait, ce manque que je sentais par rapport à mes ressources et aussi de vendre directement mon expertise en entreprise. Donc j'ai créé une EIRL qui s'appelait à l'époque le statut d'auto-entrepreneur et ce statut vous permet en fait de créer une entreprise, mais de ne payer des charges qu'à partir du moment où vous générez un chiffre d'affaires. Pour moi, c'était parfait parce que je me lançais, je ne savais pas encore comment cette activité du coup allait se développer et donc le statut d'auto-entrepreneur me permettait de tester un petit peu le terrain. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle EIRL. L'inconvénient de ce statut, évidemment, c'est qu'il y a un plafond limité en termes de ressources. Vous ne pouvez pas générer un chiffre d'affaires au-delà de 80 000 euros, quelque chose comme ça. Forcément, quand on a une activité comme ça, qui dépasse les 80 000 euros, ben, il faut changer de statut. Donc, pour démarrer, par contre, le IRL, c'est très bien. Donc, si vous voulez commencer une activité, créer une activité en ligne ou pas, hein, mais créer une activité, en tout cas, c'est bien de commencer par le statut EIRL. Donc, étant travailleur social de formation, donc j'ai commencé du coup avec mon statut en activité libérale. Et donc, j'ai eu différentes opportunités. La première opportunité, c'était pour le ministère de la Justice. Donc, j'ai commencé à travailler pour le ministère de la Justice en tant qu'experte à la Cour d'appel de Paris. Et donc, je recevais ponctuellement des missions. C'était des missions, en fait, auprès du juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles. Donc, en fait, les revenus de cette activité étaient, on va dire, assez irréguliers, hein, puisque c'était en fonction des besoins des juges. Et donc, je pouvais rester parfois plusieurs mois sans avoir de sollicitation de la part des différentes juridictions. De fil en aiguille, j'ai continué aussi à rechercher du coup des activités complémentaires et j'ai pu me positionner sur une offre qui proposait des services à destination des adhérents des mutuelles. Donc j'ai travaillé pour une grande fédération mutualiste pour accompagner les salariés qui étaient bénéficiaires du coup des prévoyances et des couvertures sur différents aspects de leur vie professionnelle et personnelle. Donc là, c'était plutôt un contrat de sous-traitance, on va dire, et ce contrat de sous-traitance était facturé à l'heure,
avec, aussi des temps de rédaction de documents et d'articles qui étaient facturés selon un temps, qui était déterminé, hein. Donc, on me demandait de rédiger par exemple un certain nombre de pages et moi j'évaluais le temps que ça me prenait et du coup je faisais une facturation qui correspondait au temps de travail. Donc là, on était aussi sur une activité, on va dire, facturée à l'heure, mais qui me permettait aussi d'avoir une certaine flexibilité puisque du coup, j'étais toujours salariée, et donc je travaillais plutôt les soirs et les week-ends sur ces activités en complémentaire. J'ai commencé à découvrir ce que c'était que de travailler en ligne parce qu'en fait cette activité avec les fédérations mutualistes, en fait c'était en 100 en digital. J'accompagnais en fait les salariés, les collaborateurs via du distanciel, donc c'était des gens qui étaient répartis dans toute la France et pareil pour la rédaction d'articles, j'étais plutôt aussi en freelance, en distanciel et cetera. Donc j'ai commencé à goûter un petit peu à la joie de travailler de chez moi, à mon rythme, sans avoir à courir partout dans les transports parce qu'en plus à l'époque, j'étais en service social interentreprise, donc j'allais aussi dans les entreprises, mais réparties vraiment sur un large périmètre, on va dire, de l'Île-de-France et donc j'allais dans le 91, le 93, voilà des zones, assez éloignées les unes des autres et c'était assez épuisant à un moment donné. J'étais enceinte et ensuite j'ai eu ma fille, quelque temps après. J'ai commencé à goûter en fait à la joie de l'entrepreneuriat en ligne et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas explorer cette voie? Pourquoi pas en faire une manière de travailler à part entière? Pourquoi pas faire du travail en ligne une manière de travailler à part entière?» Et je me suis rendu compte que c'était vraiment compatible avec mon statut de maman et que c'était aussi rémunérateur, hein, puisque, de plus en plus d'organisations, d'organismes en fait, voulaient collaborer avec, des prestataires ou des sous-traitants de cette manière. Pourquoi? Parce que tout simplement ça leur évite de payer des locaux, de payer un bureau et cetera et cetera. Pour ceux qui veulent se lancer en ligne, que ce soit en proposant leur expertise directement à des particuliers ou des entreprises ou alors en vendant un produit, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de ne pas vous mettre en danger financièrement. Donc très concrètement, si vous avez un salaire, si vous avez un revenu, gardez-le et prenez le temps de développer votre activité. Moi, je sais que par exemple, cette activité, avec les services mutualistes et les activités que j'avais avec la cour d'appel de Paris, c'était des activités qui me permettaient de garder quand même mon salaire puisqu'on ne me demandait pas de temps de présence sur site ou autre et en même temps, je pouvais les faire à mon rythme, donc le soir en revenant ou alors le week-end ou durant mes jours de repos. Donc si vous voulez commencer à tester votre activité entrepreneuriale, faites-le plutôt en dehors de vos heures de travail et faites-le, de manière quand même à garder une certaine base financière pour, tout simplement pour des raisons de sécurité et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais moi mon parti pris, c'est vraiment de dire que entreprendre, c'est quand même un pas important, c'est quelque chose d'engageant, qui demande du temps et de l'effort. Il vaut mieux le faire en étant serein. Entreprendre en ayant, voilà, une base financière, un revenu. Vous pouvez aussi entreprendre en ayant un capital important, hein, si vous avez la chance d'avoir un patrimoine ou un capital important qui vous permet d'avoir un fonds de roulement solide pour entreprendre, n'hésitez pas à l'utiliser, mais ayez toujours une base de ressources. Donc après cette, aventure, avec, l'organisme mutualiste, j'ai été sollicitée par des particuliers sur la kafala judiciaire, comme, mentionné dans des vidéos précédentes. Donc la kafala judiciaire, c'est l'adoption des enfants au Maroc ou en Algérie, par des couples français ou franco, algériens ou marocains. Et donc, j'ai travaillé sur la partie évaluation sociale. De fil en aiguille, j'ai développé une expertise qui m'a permis de vraiment bien comprendre l'écosystème de, ce type de recueil d'enfants, les textes législatifs, les différentes étapes à passer pour pouvoir faire venir l'enfant en France, les critères d'évaluation des différentes institutions qui se positionnent pour ou contre l'adoption des enfants. Et donc j'ai condensé cette expertise pour en faire un service d'accompagnement et de formation en ligne. Et en fait, c'est parti aussi d'un constat, chez les personnes que j'accompagnais, d'un manque d'informations assez important sur la procédure de manière globale et l'idée c'était vraiment de les accompagner du début à la fin pour les aider à y voir clair dans la procédure et faciliter leur parcours. Et donc je suis partie vraiment de cette expertise et j'ai créé de toutes pièces en fait ce parcours d'accompagnement, donc depuis la préparation aux évaluations du conseil départemental jusqu'à l'arrivée, de l'enfant, en France avec les différents droits à ouvrir et cetera. Donc c'est parti de l'identification d'un besoin, mais j'étais déjà positionnée comme entrepreneur, comme formatrice, comme personne
ressources prêtes à offrir des services. J'avais vraiment en tête, vu les expériences que j'avais eues justement avec cet organisme de mutuelle qui me permettait de travailler à distance, j'avais vraiment envie, en proposant cette expertise, de le développer à distance. Ça me permettait d'une, de toucher un maximum de personnes, parce que pour le coup, les personnes que j'ai pu accompagner, c'était des personnes qui étaient présentes dans toute la France, voire même au Luxembourg ou en Belgique. Donc j'ai pu accompagner des personnes sur des zones géographiques très variées. Et en plus, j'étais en distanciel, donc c'était aussi quelque chose qui me permettait une certaine flexibilité. Pour les clients aussi que j'accompagnais, c'était très flexible. Donc du coup, il y avait à côté de ça une facilité pour eux, pour prendre rendez-vous, pour pouvoir être disponible pour les accompagnements que je leur proposais. Et donc à côté de ça, j'ai eu aussi, des activités de service, social du travail en ligne, donc avec des entreprises qui m'ont permis en fait d'accompagner les salariés en ligne. Donc pareil, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va se développer dans les années à venir. Tout simplement parce qu'on se rend compte que la digitalisation des accompagnements permet plus de confidentialité pour les entreprises qui font appel à des prestataires d'accompagnement type coaching, service social du travail, et cetera. Il y a vraiment une flexibilité, qui permet, d'économiser du temps pour les salariés, donc pas besoin de s'absenter de leur poste. Ils peuvent organiser leur temps et prendre rendez-vous en dehors du temps de travail. Et aussi confidentialité, puisque c'est le salarié en fait qui décide de l'heure et de la date de son rendez-vous. Et finalement, on ne le voit pas rentrer dans un bureau. L'accompagnement reste confidentiel, c'est-à-dire que personne ne sait qu'il est accompagné. Donc ça, c'est aussi un plus pour les salariés. L'accompagnement, la proposition de service en distanciel, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Et si vous voulez entreprendre en ligne, c'est vraiment une voie royale pour pouvoir vous lancer et développer petit à petit votre activité. Moi, je préconise quand même différentes étapes par rapport à mon expérience que j'ai pu vivre et les différents moments de création et de développement de mon activité. Donc la première étape, c'est déjà identifier où vous en êtes professionnellement. Est-ce que vous êtes complètement satisfait de votre situation à ce moment-là? Pas besoin d'aller voir ailleurs. Est-ce que vous sentez qu'il y a un appel à développer de nouvelles compétences ou à être plus autonome financièrement? Ça, c'est quelque chose que vous devez être en mesure d'étudier avant de vous lancer. J'ai créé un quiz que j'ai mis sous la barre de description, ou que je vous propose de faire pour pouvoir justement identifier votre profil professionnel, savoir où vous en êtes et éventuellement vous interroger sur l'opportunité de créer votre activité. Une fois que vous avez décidé, que vous avez pris le temps d'étudier votre profil et que vous avez confirmé votre choix de créer une entreprise, ce qui est bien, c'est de tester votre activité. Donc, tester ce que vous voulez lancer, que ce soit un produit que vous voulez vendre en ligne ou un service d'accompagnement ou un service que vous souhaitez proposer à des particuliers ou des entreprises, c'est toujours bien de tester. La constante pour lancer son activité en ligne, que ce soit la vente de produits ou la vente de services, c'est d'être visible. Vous devez être visible, on doit vous identifier, on doit savoir qui vous êtes, ce que vous vendez et pourquoi vous le vendez. Très clairement, même si c'est un produit qui n'a rien à voir avec votre expertise initiale ou votre métier initial, je dis n'importe quoi, vous vendez, je ne sais pas, une tisane miracle ou de la phytothérapie qui vous a fait beaucoup de bien parce que vous aviez un problème de santé, mettez en avant justement le fait que vous avez expérimenté vous-même ce produit, qu'il vous a fait beaucoup de bien et que vous souhaitez en faire bénéficier le plus grand nombre. Ça rendra votre offre beaucoup plus crédible et les gens vont s'identifier à vous pour pouvoir acheter votre produit. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous vous lancez, vous devez partir de votre expertise personnelle, individuelle, pour pouvoir ensuite l'offrir à d'autres personnes. Pareil pour votre expertise professionnelle. Si vous souhaitez lancer une activité, en tout cas, partez aussi toujours de votre base de connaissances et de votre expertise professionnelle. Et éventuellement, développez-la en consulting. Donc, si par exemple, vous êtes initialement consultant en informatique, ou consultant en logiciel, ou product manager, il vaut mieux, si vous lancez votre activité, vous baser sur votre expérience et vos connaissances pour proposer une offre similaire à des particuliers ou des entreprises. Donc partez toujours de votre expérience et de votre vécu personnel pour proposer votre offre. Ça, c'est un parti pris personnel, mais que j'encourage vivement à faire pour tous ceux qui sont dans une situation où ils n'ont pas de patrimoine, c'est de garder une stabilité financière tout en entreprenant. Donc gardez votre salaire, gardez votre activité principale et prenez le temps de développer votre entreprise en ayant la conscience tranquille. À un moment donné, forcément, la question
de savoir si vous gardez votre job ou si vous le quittez va se poser et c'est ce que je vous souhaite parce que ce sera le signe que votre activité marche. Mais il faut quand même avoir une base solide de revenus, pour pouvoir entreprendre sereinement et ne pas vous retrouver dos au mur si votre activité ne se développe pas. Pareil, si vous n'avez pas de gros patrimoine, quand vous développez votre activité, quand vous lancez une activité, l'idéal c'est de pouvoir quand même avoir un fonds de roulement. Les premiers revenus que vous générez, dans la mesure du possible, n'utilisez pas tout. Faites en sorte de pouvoir en garder une partie pour soit réinvestir dans votre entreprise, soit avoir un fonds de roulement qui va être alimenté et qui sera du coup conséquent quand vous aurez décidé de quitter votre job principal. La dernière chose que je conseille, c'est d'accepter de travailler plus. Alors ça, c'est quelque chose que les vendeurs de rêves sur internet ne vous diront pas ou très peu. Quand on lance son entreprise, on travaille plus. On travaille plus qu'un salarié parce que, surtout quand en plus on a une activité principale qu'on doit garder pour financer sa vie quotidienne, ça veut dire travailler les soirs, travailler les week-ends, travailler dans les moments où les gens vont faire la fête. Donc c'est beaucoup de travail, en tout cas au début, le temps de développer votre activité et il faut aussi être prêt à ça et pouvoir l'accepter. Entreprendre, c'est une belle aventure, mais c'est aussi ça demande de l'effort, ça demande le goût de l'effort, ça demande le goût du challenge et pour ça, il faut vraiment être prêt à donner de son temps et de son énergie pour développer son activité. Et ce n'est pas facile et ça ne se fait pas en 6 mois, contrairement à ce que vous vendent les vendeurs de rêves sur internet. Ça prend du temps, ça peut prendre 8 mois, ça peut prendre 1 an, mais en tout cas, il faut vraiment avoir en tête de se focaliser et d'être en mesure, en tout cas, de fournir un effort constant. Pour conclure, je dirais que le salariat, n'est plus ce que c'était. On n'est plus du tout dans des formes d'activité professionnelle qui garantissent une certaine sécurité jusqu'à la retraite, dans une seule et même entreprise. L'insécurité dans le salariat est permanente, vous pouvez du jour au lendemain perdre votre emploi. Il y a aussi, l'intelligence artificielle qui arrive et qui va tout chambouler, tout bousculer. En tout cas, le monde professionnel tel qu'il est aujourd'hui ne sera plus le même dans 5 ans, dans 10 ans. On vivra complètement autre chose. Donc c'est important d'être conscient de ça et pour moi, au regard de ces changements, l'entrepreneuriat n'est plus une option, c'est une nécessité. Si vous voulez sauver votre souveraineté, si vous voulez continuer à vous développer, il est important que vous puissiez penser à l'entrepreneuriat comme un moyen d'y parvenir. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un levier d'action pour l'avenir, pour justement préparer un petit peu tous ces changements qui arrivent. C'est important que vous puissiez avoir un levier, tout simplement, d'action en cas de mouvement, de changement, de transformation et elles vont arriver. Les transformations sont en cours. Si c'est pas vous aujourd'hui, ce sera vous demain. Donc ayez au moins le réflexe de préparer tout ça en vous formant évidemment, mais aussi en pensant très sérieusement à l'entrepreneuriat et à l'activité en ligne. Si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite vivement à prendre rendez-vous avec moi via le lien Calendly qui est sous la description de la vidéo. Donc j'accompagne les entrepreneurs, les personnes en tout cas qui souhaitent créer leur entreprise, lancer leur entreprise en ligne, à identifier l'activité qu'ils souhaiteraient faire et la lancer et commencer à générer des revenus à partir de cette activité. Donc si vous voulez bénéficier de mon accompagnement, prenez rendez-vous pour qu'on puisse en discuter et voir comment je peux vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.